Bonjour à toutes et à tous. Depuis juillet 2023, j'ai le plaisir d'accueillir le podcast BDSM de Larry. En voici un épisode. Bonjour et bienvenue sur le podcast BDSM de Larry. Je suis Larry, ceci est le 57e épisode. Cet épisode va être différent des autres puisque cette fois je vais vous raconter une histoire BDSM, alors que dans tous mes autres épisodes, vous l'avez remarqué, je parle de sujets du BDSM, mais des sujets réels, des informations qui tournent autour du BDSM. Là, on va vraiment changer totalement de sujet. C'est une expérience, on va voir ce que ça donne, on va voir si ça plaira, on va voir si j'arrive à obtenir un résultat intéressant. C'est une expérience, une première fois, une première tentative. Je tiens aussi à remercier la personne qui m'a suggéré de faire ça, puisque c'est pas moi qui ai eu l'idée. C'est quelqu'un qui m'avait contacté en décembre 2023, après avoir lu justement une des histoires de mon site, et elle m'avait suggéré de faire des choses au format audiobook, de décrire des scènes, etc., mais donc à l'oral, en format audio. J'avais dit que j'y penserais, même si j'étais pas trop sûr de comment j'allais faire. Et donc voilà, ça y est, c'est le premier essai. Donc merci. Je donnerai pas son nom, mais je pense qu'elle va se reconnaître. Dans cet épisode, je vais vous raconter une histoire dont le personnage principal, le héros, s'appelle Lude. Si vous avez lu mon site, vous aurez remarqué que quand je donne des opinions ou quand je raconte des histoires vraies, je les raconte avec mon propre pseudo, Larry. Par contre, comme je voulais pouvoir faire des histoires qui sont fictives, même si elles sont souvent très inspirées par la réalité de ce que moi-même j'ai fait ou des témoignages que j'ai lus qu'on m'a rapportés, pour ça, je voulais séparer les deux personnages, le Larry, la personne réelle, moi, du personnage qui vivrait ses aventures fictives, parce que je voulais pas qu'on puisse penser que là, c'était des vraies histoires, des choses qui me sont réellement arrivées. Même si, je me répète, dedans il y a beaucoup de moi et beaucoup de choses que j'ai vraiment vécues. Du coup, j'ai créé un autre pseudonyme, qui est le pseudonyme Lude, ça s'écrit L-U-D-D. Et à travers ce personnage, évidemment, on me retrouve, il y a presque aucune différence entre lui et moi, mais ça me permet de bien séparer la fiction et la réalité. Je vous rappelle donc, là, on est dans une histoire, on n'est plus dans des témoignages, dans des opinions personnelles, ou dans des représentations réelles du BDSM. Même si ce que je raconte dans mes histoires est plus ou moins réaliste, la plupart du temps basé sur la réalité, sur des vraies personnes, des vraies pratiques, et comme je l'avais dit tout à l'heure, des choses souvent que j'ai fait moi-même ou au moins qu'on m'a raconté, ou dont j'ai été témoin, que j'ai pu observer. Voici donc une des aventures de Lude, qui s'intitule « Reportage exceptionnel, ma visite à l'école des esclaves sexuels ». Je cède donc la parole à mon alter ego, Lude. Bonjour à tout le monde, je m'appelle Lude. Vous pourriez dire que je suis un explorateur du BDSM. Ça fait très longtemps que je fais du BDSM et ça fait très longtemps que j'enquête sur le sujet, puisque j'ai des activités de type journaliste en plus de mes activités BDSM personnelles et privées. J'ai beaucoup fait de choses, j'ai beaucoup voyagé, j'ai rencontré beaucoup de personnes, j'ai interviewé plein de personnes qui font du BDSM, parfois de façon surprenante, parfois de façon extrême, parfois de façon beaucoup plus légère. Évidemment, avec tout ça, il m'est arrivé pas mal de choses, pas mal d'aventures, et parfois j'ai vraiment rencontré des choses bizarres, des choses surprenantes, parfois même des choses alarmantes, mais ça fera l'objet d'autres histoires probablement. Ici, je voudrais vous raconter une des choses les plus étonnantes qui me soient arrivées. Ça s'est passé en 2018, j'avais la quarantaine, la moitié de la quarantaine, et cette année-là, il m'est vraiment arrivé quelque chose qui m'a marqué, qui m'a vraiment marqué, puisque j'ai découvert l'existence et ensuite obtenu le droit d'aller visiter quelque chose qui, pour la plupart des gens, va paraître impossible et incroyable, mais ça existe vraiment, j'y suis allé, et apparemment j'ai réussi à en revenir. J'ai été visiter une école dans laquelle on forme des jeunes femmes à devenir esclaves sexuels. Je sais, ça surprend, peut-être que ça vous choque, mais c'est vrai, j'y suis allé, je l'ai vraiment vu, je l'ai visité, même si ça a été rapide évidemment, et même si ça peut paraître incroyable, tout ce que je vais vous raconter après, c'est vrai, je l'ai vraiment, vraiment vu. Si vous vous demandez pourquoi est-ce que j'ai été autorisé à raconter cette histoire, c'est très simple, c'est parce que les personnes qui font tout ça, qui s'en occupent, savent très bien que personne ne me croira jamais. C'est tellement invraisemblable, tellement hors de la norme, tellement surprenant, tellement bizarre. Et en plus de ça, je n'ai évidemment aucune réelle preuve, puisqu'ils se sont empressés, après que je les ai contactés, de tout faire disparaître pour pas que je puisse évidemment revenir sur leurs traces et reprendre leurs pistes. Vous êtes donc obligé de me croire sur parole,
Et franchement, ce que je vais raconter va vous paraître impossible, mais pourtant, c'était vrai. C'est vrai, je l'ai vu. Alors ce que je vais vous raconter, évidemment, vous vous en doutez un petit peu, ça va contenir pas mal de sujets plutôt choquants, ou en tout cas à la limite du choquant, et certains, si vous y réfléchissez, c'est vraiment très choquant. Donc si ce genre de choses, si ce genre de sujet vous met mal à l'aise, je crois qu'il vaut mieux que vous arrêtiez d'écouter dès maintenant. Mais si vous voulez vraiment en savoir plus, parce que la curiosité vous dévore, pas vrai, vous avez qu'à écouter la suite. Bonne écoute et rappelez-vous, tout ça, c'est vraiment arrivé. Première partie de mon histoire, la prise de contact. Dans mon métier, je suis informaticien professionnel, même si en réalité je ne passe de nos jours plus beaucoup de temps à travailler là-dedans, puisque je travaille beaucoup plus sur mes recherches sur le BDSM. J'ai quand même gardé évidemment beaucoup de connaissances et j'ai aussi des contacts, etc. dans les milieux de l'informatique, y compris parfois des milieux un peu que j'hésiterais à citer ici. Parmi mes nombreuses explorations du BDSM, mes nombreuses enquêtes, parfois je tombe sur des pistes de choses surprenantes, bizarres, intéressantes à suivre, et évidemment, la plupart du temps, ça débouche sur rien du tout, ou bien c'était pas si intéressant que ça. Mais parfois, il y a vraiment des choses derrière. Et là, cette histoire que je vous raconte, c'est le cas le plus extraordinaire peut-être, parmi toutes ces histoires que j'ai réussi à trouver, sur lesquelles j'ai enquêté. Tout ça a commencé en 2017. En 2017, lors d'une de mes enquêtes, j'étais tombé, vraiment par hasard, sur une rumeur totalement bizarre, une rumeur de disparition de plusieurs jeunes femmes soumises dans les milieux du BDSM. Dans le milieu du BDSM, parfois il se passe des choses qui sont pas plaisantes et des fois il y a vraiment des choses horribles. C'est pas très fréquent mais ça arrive. Du coup, je m'étais dit, c'est une histoire un peu alarmante, je vais quand même enquêter pour voir si c'est vrai ou si c'est juste une rumeur, parce que il y a beaucoup de choses qui sont juste des histoires, de la fantaisie, des délires, bref, de la rumeur basée sur rien. Faut faire attention, faut pas se fier à ce qu'on entend, faut pas se fier à ce qu'on vous dit. Mais, au cas où quand même, vu que là c'était une rumeur qui s'était un petit peu propagée de façon plus sournoise que d'habitude, beaucoup moins ouverte, je me suis dit, c'est un peu plus bizarre quand même que ce qui se passe habituellement. Et donc je me suis mis à enquêter. Évidemment, comme je m'en doutais un tout petit peu, c'était bidon. Il m'a pas fallu très longtemps pour repérer que c'était des petits malins qui essayaient de se faire de la publicité comme ça. Mais là où ça devient intéressant, c'est la suite. Pendant que j'étais en train de faire mes enquêtes sur ces gens-là, par un pur hasard, vraiment un coup de chance inouï, je suis tombé sur exactement le même serveur informatique, sur le dialogue d'autres personnes, et ça s'est fait vraiment par hasard. Et là, donc, alors que j'enquêtais sur de toute autre personne, je suis tombé sur un dialogue qui, évidemment, ne devait pas être public, mais qui accidentellement avait été laissé en accès public, et ce que disaient les personnes, ce qu'elles échangeaient dans cette espèce de chat, m'avait frappé. C'était très étrange, c'était très intéressant, mais c'était très étrange et très bizarre. Évidemment, ça aurait pu être une fausse piste aussi, mais je me suis dit, je vais regarder ça aussi tant que j'y suis. Et là a commencé une enquête qui a duré plusieurs mois, presque 9 mois au total. 9 mois à écumer tous les recoins d'Internet, tous les outils qui sont utilisés pour dialoguer de façon déguisée, avec parfois un petit peu d'aide de personnes dont je peux pas parler sur ce podcast. Et tout ça mis bout à bout finalement, de fil en aiguille, en partant presque de rien, juste d'un petit dialogue entre deux personnes qui avaient donc par accident été laissées publiques. J'en suis arrivé à une véritable bombe, puisque j'ai réussi à découvrir que il existait une école de formation pour esclaves sexuels. Je vais pas vous préciser exactement comment j'ai fait pour en arriver à remonter aux personnes en question, parce que ça a été long et difficile. Tout ce que je vais vous dire, c'est que à partir de ce point de départ, donc, j'ai finalement réussi à trouver une personne, puis une autre personne, en faisant des recherches sur Internet, en réel, et un peu partout, en fait, j'ai fini par trouver des connexions entre différentes personnes, et j'ai un peu remonté la filière, entre guillemets, jusqu'au moment où je me suis dit, ça semble être vrai tout ça. Parce qu'il y avait toujours la possibilité, évidemment, que ce soit une rumeur, soit une énorme escroquerie, quelque chose comme ça. Mais j'en suis arrivé à un point de mon enquête où je me suis dit, non, vraiment, c'est pas possible que ce soit faux. Et là, je me suis décidé à les contacter. Ça a été difficile, et j'ai eu pas mal d'hésitations. Je pense que vous comprendrez pourquoi, parce que je savais pas où je mettais les pieds, et malgré mon enquête, j'étais pas trop sûr de qu'est-ce qui était vrai, qu'est-ce qui était faux, mais surtout, qui était derrière. Ça, c'était un peu inquiétant, évidemment. Mais c'était un sujet tellement outrancier, tellement extravagant, tellement extraordinaire. Je ne pouvais pas ne pas aller plus loin.
Donc j'ai réussi à contacter une personne que je pensais être suffisamment haut placée pour qu'elle soit intéressée par mon discours, et petit à petit j'ai réussi à les convaincre que la meilleure manière de se débarrasser de moi, c'était de m'inviter dans leur école. Évidemment, ça s'est pas fait totalement sans contrepartie. En échange d'accepter donc de m'inviter, ils m'ont demandé juste une seule chose, c'est de leur expliquer exactement comment j'avais fait pour les trouver. Donc j'ai accepté, je leur ai expliqué, et évidemment maintenant, toutes les traces ont disparu. Tous les points d'accès, toutes les façons dont j'ai réussi à me procurer des noms, des numéros de téléphone, tout ça maintenant, ça a totalement disparu. Ce serait plus possible de remonter cette filière. C'est devenu totalement impossible. Bien sûr, il y a d'autres facteurs qui ont joué. Vous vous doutez bien qu'avant d'accepter quoi que ce soit de ma part, ils ont fait une enquête sur moi, ils ont vite vu qui j'étais. Par exemple, que j'étais pas un journaliste en mal de copie, ou que je ne venais pas uniquement dans le but ensuite de faire un gros scandale dans les médias, ce genre de choses. Ils voulaient vérifier évidemment que j'étais pas de la police ou quelque chose comme ça. Tout ça, c'était d'autant plus important pour eux que les personnes qui collaborent avec eux, les clients et les clientes, évidemment, ce sont des personnes qui sont très aisées, pour ne pas dire plus. Et normalement, tout ça, ce sont des cercles extrêmement fermés. Accepter quelqu'un venant de l'extérieur, qui fait pas partie de ces cercles, évidemment, c'était risqué, mais d'un autre côté, ils savaient parfaitement que c'était moins risqué de me dire la vérité que de me laisser me faire des illusions et peut-être ensuite de leur créer des histoires. Au final, après plusieurs mois d'échanges et de négociations, ils ont donc proposé de me laisser passer une journée dans leur école des esclaves sexuels. C'est comme ça que je me suis retrouvé un beau matin de janvier en 2018, très tôt, à 6 heures du matin, dans un endroit d'une banlieue de Paris, pas trop fréquenté, surtout à ces heures-là. Il faisait encore très noir, évidemment, à cette heure-là. Il faisait très froid. J'avais beau avoir ma doudoune et avoir un gros bonnet, je commençais à avoir vraiment froid et je commençais à en avoir assez d'attendre. Et je peux vous dire que pendant que j'attendais le premier contact, j'avais des doutes et j'avais des hésitations. J'avais pris mes précautions quand même, c'est-à-dire j'avais laissé une explication détaillée de tout ce que j'avais fait, de ce qui devait se passer, et j'avais laissé tous les éléments possibles pour me retrouver si jamais quelque chose se passait, si quelque chose m'arrivait. Parce qu'après tout, je savais pas à qui j'avais affaire, et il y avait quand même un risque, et j'étais pas totalement à l'aise, je dois le reconnaître. Mais bon, j'en ai vu d'autres, je pouvais pas reculer, c'était trop tentant. Et ça, ils savaient que je trouverais que c'était trop tentant. Et comme vous écoutez cette histoire, vous comprenez que j'ai quand même réussi à m'en sortir vivant, à moins que ce soit un double qui parle à ma place, mais c'est pas très probable. Vraiment, j'étais arrivé trop en avance. Qu'est-ce qu'il faisait froid, je me suis gelé vraiment. Enfin, finalement, l'heure du rendez-vous était arrivée, et pile à l'heure, une voiture était arrivée, s'était approchée de moi, je savais que c'était eux. Je savais parce qu'on avait déterminé de la méthode avec laquelle j'allais les rencontrer. La voiture, par exemple, était masquée, il n'y avait pas de numéro d'immatriculation. Il y avait un petit signe sur le côté du chauffeur attaché au rétroviseur de façon à ce que je sois sûr que c'était bien eux. Une personne m'a ouvert une porte à l'arrière, ils m'ont fait monter. Il y avait plusieurs personnes dans la voiture, des hommes que je pense être assez jeunes pour ceux qui étaient avec moi, et il y en avait des un peu plus âgés sur la banquette avant, probablement des responsables. Et ils portaient tous des espèces de petits masques légers mais suffisants pour masquer le visage. Rapidement, ils m'ont fouillé pour voir que j'avais rien de spécial, que j'avais pas d'ordinateur mais surtout que j'avais pas de téléphone et que j'avais rien qui permette de laisser un signal pour mener à l'endroit où ils étaient. Donc ils m'ont scanné un peu sous tous les angles, ils ont fouillé mes quelques poches mais j'avais pas amené grand-chose. Et une fois qu'ils ont été satisfaits, nous sommes partis, et là j'ai plus rien vu de ce qui se passait. Les vitres de la voiture étaient des vitres opaques, il faisait nuit noire, et franchement, même si les vitres avaient été ouvertes, j'aurais rien compris à ce qui se passait. La voiture a fait des tours et des détours, pendant au moins 1 heure. Je pense qu'ils ont fait exprès pour me désorienter, mais de toute façon, je savais pas du tout où on était, je connaissais pas du tout cette section-là de Paris, ou de la banlieue parisienne, j'avais vraiment aucune idée d'où on était. Enfin, après une bonne heure donc de trajet, la voiture s'était arrêtée, on m'avait fait sortir de la voiture, et là, moi je pensais que c'était fini, mais non. En fait, on a changé de voiture, ils m'ont à nouveau fouillé, encore plus attentivement que la fois précédente, ils ont utilisé un espèce de scanner pour vérifier qu'il n'y avait pas d'accessoires électroniques sur moi, franchement c'était un peu exagéré à mon avis, mais c'est pas grave. Et nous sommes partis dans cette deuxième voiture, et à nouveau ça a été des tours et des détours. J'étais déjà perdu depuis bien longtemps, alors c'était vraiment pas la peine. Mais ils voulaient vraiment prendre des précautions, et ils en ont pris un très très grand nombre. Enfin, une bonne demi-heure après, on s'est arrêté enfin
Je suis descendu et là, je me trouvais cette fois dans un garage. Dans le garage de ce que je pensais être une résidence mais qui s'avérait être beaucoup plus que ça. En fait, je dis un garage mais je devrais plutôt dire un parking digne d'un immeuble de bonne taille, vu le nombre important de places, même si les 3/4 étaient vides. On m'a donc fait sortir et un des hommes qui m'avait accompagné dans la voiture m'a amené à un ascenseur. Il est monté avec moi dans l'ascenseur, toujours avec un masque sur le visage, et nous sommes montés de plusieurs étages. Une fois sortis de l'ascenseur, nous avons parcouru un petit bout de couloir, et il m'a amené dans une pièce où je devais rencontrer la personne qui serait mon guide pour la journée, un certain Monsieur Peter. Deuxième partie, ma rencontre avec Monsieur Peter et mes premières questions. Quand je suis entré dans le bureau du fameux Monsieur Peter, je sais pas à quoi je m'attendais. Mais je pense pas que je m'attendais à ce que j'ai vu. Le bureau en soi, j'ai rien à en dire, c'était un bureau comme vous en trouveriez dans à peu près n'importe quelle administration, des ordinateurs, des téléphones, des armoires, des dossiers un peu partout. Rien qui attire vraiment l'attention. La personne qui attirait l'attention, c'était le fameux Monsieur Peter. J'avais déjà discuté avec lui, mais c'était par internet, c'était par messagerie. Et si vous vous attendez à quelque chose de spécial, croyez-moi, vous allez être déçus, parce que il ressemblait à Monsieur Tout-le-Monde. C'était un homme de la trentaine, peut-être la petite quarantaine, la taille moyenne, des petites lunettes, visage tout à fait normal, plutôt sympathique même. J'ai quand même remarqué qu'il était habillé de façon plutôt chic, même si je suis pas expert dans ce genre de choses, mais au final, il aurait tout à fait été à sa place dans n'importe laquelle des sociétés où j'ai travaillé. Il aurait pu être dans une équipe d'informatique, il aurait pu être le responsable du service des finances ou quelque chose comme ça aurait étonné personne. Mais en réalité, les apparences sont trompeuses. Monsieur Peter, comme il l'appelait, c'était certainement pas son vrai nom, c'était un des grands patrons de cette école, et il était le seul membre dirigeant de cette école qui montrait son visage entre guillemets en public, la seule personne officielle, la seule personne dont on savait qui elle était. Les autres, je les ai pas rencontrés, c'était vraiment des personnes totalement invisibles, même des gens qui travaillaient dans l'école. Si vous voulez mon avis, il y a un mot pour ça, une expression, ça s'appelle le bouc émissaire si ça se passe mal. Mais ça, c'était pas mon affaire. Quand je l'ai rencontré, donc, lui, il était pas surpris par mon physique, parce qu'il avait déjà vu mes photos, donc il m'a reconnu tout de suite, et de toute façon, il savait bien pourquoi j'étais là. On a discuté, on a fait connaissance, c'était très bizarre. Franchement, c'était très bizarre. On se serait cru tout à fait dans une réunion, par exemple, pour faire une interview pour un premier job. On n'aurait vraiment pas cru que le sujet était si bizarre, si hors norme, si extraordinaire. Rien autour de nous ne rappelait qu'il y avait quoi que ce soit de sexuel, d'esclave, de rien du tout. On aurait vraiment juré être dans une société comme les sociétés d'informatique dans lesquelles j'ai travaillé pendant des années. C'était un peu bizarre, mais ça c'était le début. Donc au départ, on a un peu discuté, c'était quand même plus facile que nos discussions par messagerie, surtout pour moi, parce que c'était très important pour moi de pouvoir vraiment voir le visage de la personne qui est en face, de voir comment il réagit à mes questions, etc. Ça, on ne le voit pas dans la messagerie. Il n'était pas du tout gêné par mes questions, il répondait facilement, il a répondu à presque toutes les premières choses que j'ai demandées. Il m'avait prévenu avant que je vienne qu'il y aurait quelques sujets qui étaient hors limite, dont évidemment certains points de l'organisation, comme par exemple la localisation géographique, et évidemment tout ce qui se rapportait à des questions personnelles sur les gens que je pourrais rencontrer, que ce soit le personnel qui travaillait à l'école ou les filles qui étaient à l'école, mais ça j'en parlerai tout à l'heure. En dehors de ça, il m'avait autorisé à peu près à poser toutes les questions, et pendant que j'étais là, il a quasiment répondu à tout. Il y en a 2 ou 3 où il s'est montré évasif, mais en dehors de ça, il m'a à peu près tout répondu d'une façon qui me semble avoir été honnête, relativement en tout cas, et il m'avait autorisé à ensuite diffuser ces informations, donc évidemment, il ne m'a pas tout dit, c'est évident qu'il y a des choses qu'il m'a masquées, mais il savait, comme je l'ai dit tout à l'heure, que personne ne me croirait, donc il s'est autorisé à presque répondre à tout. Vous vous doutez peut-être de mes premières questions. La première question c'était « Est-ce que tout ça c'est vrai ?» N'oubliez pas, à ce moment-là, j'avais pas encore vraiment visité l'école. J'aurais très bien pu me retrouver tout simplement dans n'importe quelle société, et pas du tout dans la fameuse école des esclaves sexuels. Jusque-là, rien n'indiquait qu'il s'agissait de quelque chose de différent, d'une organisation parfaitement normale, d'une société tout à fait normale. Donc là, il a répondu très simplement en me disant que dans quelques minutes, je verrais de mes propres yeux
la vérité, donc je suis passé aux questions suivantes, et je lui ai demandé par exemple, comment est-ce que c'était possible que l'école puisse se procurer des jeunes femmes, donc, qui acceptaient de devenir esclaves sexuels. Et la question suivante, qui était très fortement reliée, c'est qui étaient donc les acheteurs ou éventuellement les acheteuses? Vous voyez, la question que je voulais poser, c'est est-ce que tout ça c'était vrai? Ou bien est-ce que c'était un jeu, comme dans ces soirées où on fait des ventes d'esclaves BDSM par exemple, et qui sont totalement des jeux de rôle dans lesquels les personnes viennent, jouent le rôle d'esclave le temps de la soirée, et c'est fini à la fin de la soirée. L'argent est fictif, les achats sont fictifs, il n'y a rien d'esclave là-dedans. C'est un jeu de rôle, c'est très sympa, mais c'est un jeu. Et là, je voulais savoir, est-ce que c'est la même chose, ou est-ce qu'on va au-delà? Il n'a pas vraiment accepté de répondre trop directement à ces questions. Je pense que vous aurez compris pourquoi. Et parfois, ne pas répondre à une question, c'est mieux encore que d'y répondre directement. Ce qu'il m'a expliqué, c'est que d'abord, il recrutait. Il recrutait dans pas mal de pays, notamment dans des pays d'Europe de l'Est, pas mal dans des pays d'Asie, et aussi dans des pays d'Europe. C'était principalement dans ces 3 secteurs-là. Vous me direz que ça représente déjà beaucoup de possibilités. Et il m'a aussi dit que un petit nombre, mais pas négligeable, étaient en fait envoyés par leur, entre guillemets, propriétaire. Là, évidemment, j'aurais bien voulu poser plus de questions, mais quand j'ai voulu un peu demander qu'est-ce qu'il entendait par là, il a pas trop répondu, hein. Il a noyé le poisson, et il a pas trop détaillé de quoi il s'agissait, quelle était la réalité des choses. J'ai pas insisté, c'était pas la peine, hein. Et puis on s'était mis d'accord sur le fait que s'il voulait pas trop répondre, c'était pas la peine d'insister, évidemment. Après qu'il m'ait dit tout ça, je m'étais posé la question, c'était vraiment intéressant, comment est-ce que ça se faisait que ces filles viennent d'un peu partout dans le monde? Parce que là, on était en France, et donc je me serais peut-être plus attendu à ce que, par exemple, ce soit quelque chose de local. Et là, en fait, il m'a expliqué une chose qui était en fait évidente, mais sur le coup, j'y avais pas pensé. C'est qu'il m'a expliqué que leur service, cette école, est quelque chose d'unique au monde, et en plus, que c'était très sélectif. Par conséquent, c'est pas très étonnant qu'en fait, ils recrutent dans tous les pays, même s'il y avait un certain nombre d'endroits qui étaient plus favorisés pour différentes raisons, mais en tout cas, ils se limitaient pas à la France ou aux pays qui sont autour de la France. Et j'ai même compris en fait qu'il y avait beaucoup plus de candidates, beaucoup plus de propositions qu'il n'y avait d'élèves qui étaient acceptés. J'ai cru comprendre à demi-mot qu'il y avait une espèce de seconde école qui aurait été, je pense, un peu moins cotée, entre guillemets, dans laquelle il faisait le même genre de choses, mais avec des filles qui étaient peut-être moins recherchées, moins demandées. Mais tout ça, c'était une hypothèse parce que il a laissé échapper 2 ou 3 remarques à ce sujet-là, mais c'était pas très clair. Une autre chose qu'il m'avait expliqué, c'est que quand ils acceptent des jeunes femmes comme ça, ils acceptent des candidates qui sont très jeunes. Typiquement 18 ans à 22 ans, quelque chose comme ça, pour la majorité, la grande majorité. Parfois, ils acceptent des cas un peu plus âgés, notamment quand ce sont donc des filles qui leur sont envoyées de la part d'un client, mais de façon générale, et franchement on s'en doutait, ils sélectionnent des candidates qui ont des super physiques, des physiques qui sont très attrayants, exceptionnels parfois, et ça je me suis rendu compte que ce qu'ils disaient c'était pas de la vantardise quand j'ai vraiment vu de qui il s'agissait plus tard. Évidemment j'étais curieux de savoir, est-ce qu'il y a aussi des hommes? Parce qu'on parlait là des esclaves sexuels, mais est-ce qu'il pouvait aussi y avoir des hommes esclaves sexuels? Quand j'ai posé la question, il m'a répondu que oui, il y avait parfois des hommes, notamment à la demande de certains clients et clientes, mais il m'a dit que la vraie demande, ce qui rapportait de l'argent, parce qu'évidemment, ce qu'ils font, c'était pour l'argent, la plupart des demandes étaient pour des jeunes femmes, alors que la demande pour les hommes était infiniment inférieure. Une autre chose que je me demandais, et donc j'ai posé la question, c'est que moi je m'intéresse au BDSM et j'étudie le BDSM. Du coup j'ai posé la question, qu'en est-il du BDSM dans votre école? Et là j'étais un peu surpris parce qu'il m'a dit qu'il existait une autre petite école, similaire à celle-là, mais dédiée à l'étude du BDSM. Je me suis aperçu après que de toute façon le BDSM c'était aussi enseigné dans une certaine mesure là où j'étais en visite, mais ce n'était pas la chose principale qui était enseignée. Et après, évidemment, j'ai posé une grande question, parce que là, j'étais vraiment très curieux, et je pense que tout le monde aurait voulu poser cette question. Tout ça, c'est fait pour l'argent. C'est une école qui forme des jeunes femmes, essentiellement donc, pour ensuite les vendre. Mais à qui? Quand je lui ai demandé qui étaient les clients et les clientes, parce que je pensais bien qu'il y avait aussi des clientes, évidemment, il est resté évasif. On s'en serait un petit peu douté. Ce que j'ai compris, et de toute façon, c'était évident, c'est que forcément, les personnes intéressées, d'abord, c'était des personnes extrêmement riches,
et souvent, de façon un peu surprenante, des couples. Je ne m'y attendais pas. Évidemment, c'était aussi des personnes qui faisaient partie d'un petit cercle très restreint et confidentiel, parce que être riche ne suffit pas pour entrer dans ce genre de choses. Il y avait un certain nombre de critères, même s'il m'a pas tout dit. J'ai bien compris qu'il ne choisissait pas au hasard les personnes qui étaient initiées à l'existence de toute cette organisation. Et être riche n'était pas suffisant, loin de là. Et pour ce que j'ai compris, toutes ces personnes, elles habitaient en Europe, évidemment, et aussi au Moyen-Orient et pas mal en Asie aussi. Et une dernière chose que j'ai comprise, mais là c'était à demi-mot parce qu'il l'a pas vraiment dit, mais c'était sous-entendu, c'est que au moment où on faisait la visite, dont j'ai parlé tout à l'heure, il a laissé passer des allusions et j'ai entendu des choses autour de moi qui m'ont fait comprendre qu'il y avait aussi des ventes faites à des maisons de passe de luxe, qui évidemment là aussi ne sont fréquentées que par des personnes appartenant à un cercle très restreint, très sélectionné, c'est pas n'importe qui peut y accéder. Et comme j'étais curieux de savoir comment est-ce que ça se passe pour les ventes et à combien donc se vendaient leurs esclaves sexuels, il m'a montré quelque chose qui a été une des plus grandes surprises de ma vie. Je m'attendais vraiment pas à ça. J'avais compris que tout ça c'était très organisé. Il y avait plein de personnes qui étaient impliquées. Il suffit de voir les personnes qui m'avaient amené avec plusieurs voitures. Visiblement j'étais dans un grand immeuble, peut-être même qu'il y avait plusieurs immeubles, j'ai pas réussi à tout voir. Mais c'était très grand, il y avait des personnes un peu partout dans les couloirs. On n'était pas dans une petite affaire faite par 3 ou 4 personnes qui s'étaient regroupées donc pour faire des ventes d'esclaves entre guillemets. C'était quelque chose de très organisé, de très sérieux, et il y avait des très gros moyens. Mais quand même, je m'attendais pas à ce qu'ils aient une brochure. Troisième partie, la brochure. Ah là là, si seulement j'avais pu la conserver. Évidemment, et malheureusement, ça n'a pas été possible. De toutes les choses que je m'imaginais voir, de toutes les choses que j'ai vues pendant cette visite, c'est une des choses qui m'a le plus surpris et le plus frappé. Évidemment, ils me l'ont pas laissé parce que ça aurait fait une preuve, mais si seulement je pouvais la voir et je pouvais la montrer. C'était quelque chose d'incroyable. Incroyable. Ce que j'appelle une brochure, c'était un lot de fiches personnelles avec photos, dans lesquelles étaient présentées les 20 filles qui avaient été vendues le plus cher lors de leur sortie de l'école, durant les 3 années précédentes. Le document était épais, il faisait au moins 200 pages. Il y avait tout dedans. Les descriptions en détail, les mensurations, l'expérience sexuelle, le caractère, les performances sexuelles, les capacités. Évidemment, plein de photos sous tous les angles, des photos en macro, des photos avec des gadgets sexuels. C'était hallucinant. Et en plus de ça, vous vous en doutez, si c'était les 20 filles qu'ils avaient vendues le plus cher, c'était celles qui étaient particulièrement attrayantes. Je ne pourrais pas vous décrire leur physique. C'était incroyable. Des physiques tellement hors du commun que, franchement, c'était difficile à croire. C'est vraiment incroyable, il fallait le voir pour le croire. Mais c'est pas là que ma surprise s'est arrêtée. Parce qu'au début, j'avais un peu feuilleté au hasard, j'avais été frappé par les physiques, par les photos, etc. Mais j'avais pas fait attention à autre chose, et soudain ça m'a frappé. C'est que, sur la première page de chaque section qui décrivait une des filles, il y avait le prix de vente. En fait, pour chacune d'entre elles, il y avait l'année et le prix de vente. En toute sincérité, je savais pas vraiment à quoi m'attendre. Je savais bien que c'était donc des esclaves sexuels et qu'elles étaient vendues. Je m'étais dit, très bien, il doit y avoir des sommes considérables. Mais j'ai vraiment été surpris. Je m'attendais pas à ce que ce soit ça. J'ai pas eu l'occasion de tout feuilleter en détail, mais les chiffres que j'ai vus passer, c'était des millions d'euros. J'en ai vu qui allaient de 8 à 15 millions d'euros, et je ne saurais pas vous dire s'il n'y en avait pas qui étaient plus chers encore parce que j'ai peut-être pas tout vu. Évidemment, ça m'a beaucoup surpris, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais peut-être à des centaines de milliers d'euros, peut-être même 1 million ou 2, mais je m'attendais pas à un prix comme ça. C'est vrai aussi que j'avais pas pensé qu'ils sélectionnaient des candidates qui étaient à ce point-là exceptionnelles, avec des physiques, des endurances, etc., aussi extraordinaires. Mais ça m'avait quand même frappé, ça m'avait quand même surpris de voir ces chiffres. Et c'est là que Monsieur Peter, il m'a vraiment achevé. Voyant ma réaction de surprise, en voyant des chiffres quand même beaucoup plus élevés que ce que je pensais, il m'a expliqué qu'en fait, ça c'était donc leur brochure de présentation. Mais en fait, toutes les filles qui avaient fait des grosses ventes, des gros chiffres de vente, n'étaient pas dans l'album. Certaines parce qu'ils voulaient pas que leur visage soit connu, certaines parce que c'était des personnes qui avaient été envoyées par leur propriétaire pour ensuite les vendre à quelqu'un d'autre, certaines c'était des stars du porno, et certaines, vous seriez vraiment étonnés. Par exemple, il m'avait montré, en dehors de la brochure, les photos de 2 jeunes femmes
qui étaient des idoles japonaises ultra connues, qui faisaient partie des plus connues et de celles qui gagnent le plus d'argent dans les milieux donc de la musique essentiellement au Japon. Je ne m'attendais pas à ça. Ces deux-là, je les connaissais pas, je les ai pas reconnus, mais plus tard, je suis à peu près certain d'avoir retrouvé les filles en question sur des sites japonais spécialisés dans les idoles. Les idoles, ce sont les superstars au Japon, Typiquement, ce sont des jeunes femmes et des jeunes hommes. Et c'est un milieu tout à fait spécial, je vais pas entrer dans les détails. Et à la fin, mais là il m'a pas montré de photo, il m'a même glissé à l'oreille le nom d'une célébrité américaine ultra connue. Et là, quand j'ai entendu ce nom, je peux pas vous dire qui c'était, mais franchement j'avais du mal à croire que c'était vrai. Mais étant donné tout ce que j'avais sous les yeux, je pense que c'était vrai. Et pour vraiment finir de m'achever, il m'avait parlé de leur plus grosse vente depuis la création de l'école, 35 millions d'euros, pour un lot de 2 sœurs jumelles blondes de 20 ans. À ce moment-là, je me suis fait la remarque, au fait, dans la brochure, une majorité des filles étaient blondes. Je lui avais posé la question, et il m'avait expliqué tout bêtement que c'est parce que la demande était la plus forte pour ce genre de profil. Quatrième partie, l'organisation et le fonctionnement de l'école. Avant que nous partions enfin visiter l'école elle-même, Monsieur Peter m'a présenté dans les grandes lignes le fonctionnement de son école. La première chose, le premier point qui conditionnait l'entrée de chaque potentielle candidate au sein de l'école, était tout d'abord de passer un examen d'aptitude et des tests médicaux. Ce genre de choses, c'était par exemple vérifier l'état physique général, si elles avaient déjà eu des infections sexuellement transmissibles. Ils examinent aussi s'il y a l'existence de phobies, d'allergies. Il y a aussi un examen de la psychologie, pour voir évidemment si elles pourraient s'adapter à leur nouvel état d'esclave. Bref, pendant une durée d'environ 4 semaines, toutes les candidates subissent une série d'examens qui sont suivis de tests de souplesse, d'endurance, les connaissances de la sexualité. Elles doivent faire aussi des démonstrations, prouver ce qu'elles savent déjà faire. Bref, montrer leurs compétences, entre guillemets, sexuelles bien sûr, avec différentes personnes, hommes et femmes, sélectionnées dans le personnel, voire certains clients. Il m'a expliqué qu'à ce stade, un assez grand nombre en fait sont rejetés pour différentes raisons. Quant à celles qui sont acceptées, elles doivent subir d'abord une première formation de 3 mois, avant d'entrer réellement dans la formation de l'école qui, elle, dure 6 mois. Il a été très bref sur le contenu de cette première formation, j'ai pas non plus pu la voir. Il m'expliquait que ça se passait dans d'autres locaux, plus vastes, mais surtout avec des installations sportives adaptées à ce genre de choses. Et il m'a expliqué que pendant ces 3 mois, donc, les candidates suivent un régime très intense d'entraînement sportif d'abord. Donc là, on parle de choses vraiment générales comme l'endurance, la souplesse. Et en parallèle, une importante formation psychologique à l'obéissance qu'ils appellent, de façon très directe et très parlante, endoctrinement. Le but étant évidemment de leur faire accepter leurs nouvelles futures conditions d'esclaves. D'après ce qu'il m'avait dit, la plupart des candidates passent cette étape, et il est assez rare en fait qu'il y en ait qui échouent à ce stade-là, mais ça peut arriver. Parce que évidemment, il n'est pas toujours possible de prédire les réactions d'une personne, surtout les réactions mentales, face à ce genre de demande. Toutes les candidates ne sont pas forcément capables de devenir esclaves sexuelles, même si au départ elles semblaient en avoir toutes les qualités requises. Ensuite, il m'a expliqué en quoi consistait la formation principale, la vraie formation, qui est un stage de 6 mois non-stop et très intense. D'abord, il m'a expliqué que pendant toute la durée de la formation, les élèves sont nus et n'ont droit que à un soutien-gorge spécial pour celles qui ont une poitrine assez grosse, dont l'usage leur est autorisé pendant les repas, mais surtout le sport, éventuellement les périodes de repos. Pendant les 6 mois donc de cette formation, elles ne quittent pas du tout l'école, elles restent sur place, donc elles vivent, elles mangent, etc., entièrement dans les locaux. Chacune d'entre elles dort dans une cage, ce que je devais voir un peu plus tard, seule dans une pièce individuelle, une pièce séparée des autres. Elles portent toutes un petit collier avec un numéro pour les identifier, et pendant toute la durée de leur formation, elles sont appelées par ce numéro. Elles sont pas appelées par un vrai nom, même pas un surnom en fait, juste un numéro. Elles ont aussi interdiction de parler, à part évidemment si on leur pose une question, si on leur adresse la parole, si les exercices le demandent, ou évidemment en cas de problème si par exemple elles ont un malaise ou quelque chose de ce genre, bien entendu. Les élèves d'une session en cours sont répartis en groupes qui comportent entre 8 et 12 élèves, jamais plus,
Le nombre est toujours pair parce que certains exercices se font à 2, donc ils ont besoin d'avoir des nombres pairs. Et selon les époques, selon les périodes, ils ont plusieurs groupes qui peuvent être en parallèle, de 2 à 6 groupes typiquement, à différents stades de la formation bien sûr. Au final, il m'a expliqué qu'en moyenne, 50 nouvelles esclaves sexuelles sortent de l'école chaque année. Il m'a ensuite présenté le fonctionnement, le déroulement d'une journée, sachant que cette formation était continue, c'est-à-dire du 7 jours sur 7, pendant les 6 mois donc que dure une formation. Comme j'avais dit tout à l'heure, les élèves sont logés dans des salles individuelles où elles sont placées dans des cages, j'y reviendrai tout à l'heure. Chaque jour, à 6h moins 10, il y a une sonnerie qui retentit et automatiquement toutes les cages s'ouvrent pour indiquer que c'est le début de la journée. Entre 6h et 7h du matin, ce sont des exercices, les exercices du matin, avec des choses comme les étirements, de la gymnastique, de la musculation, ce genre de choses. À 7h, la douche suivie du petit déjeuner. Ensuite, le premier module se passe de 8h à midi. Donc pendant 4 heures, ce sont des cours et des travaux pratiques de sexe et des cours d'obéissance, le fameux endoctrinement dont j'ai parlé tout à l'heure. De midi à 14h, donc 2 heures, ce sont le repas et du repos. Ensuite, de 14h à 15h, selon les jours et selon les candidates, elles ont soit des soins corporels, du genre épilation, se couper les ongles, voir le coiffeur, ce genre de choses, ou bien des cours d'obéissance. De 15h à 19h, donc 4 heures, ce sont des travaux pratiques qui consistent à servir des clients et des clientes. Donc là, elles sont en fait tenues d'aller répondre à toutes les demandes d'un certain nombre de clients et clientes privilégiés, évidemment, qui sont sur place et qui peuvent les utiliser un peu comme ils veulent. À 19h, c'est le repas du soir, et de 20h à 21h, une session de repos et des punitions publiques si c'est nécessaire. C'est-à-dire si des filles ont été désobéissantes, n'ont pas satisfait leur professeur pendant la journée, elles peuvent recevoir une punition devant tout le monde. De 21h à 23h, c'est une session de sport et aussi d'examens médicaux à intervalles réguliers. Et de 23h à minuit, douche et un peu de temps libre. 10 minutes avant minuit, il y a une nouvelle sonnerie qui annonce cette fois la fin de la journée. Et quand minuit arrive, automatiquement, les cages se referment. Donc elles ont intérêt à être déjà à l'intérieur. Et c'est l'extinction des feux jusqu'à la journée suivante. Comme vous voyez, ce sont des journées plutôt bien remplies. Une fois toutes ces explications données par Monsieur Peter, nous étions enfin allés visiter les bâtiments de l'école elle-même afin que je voie exactement comment c'était concrètement, comment ça se passait, et que je vois aussi différentes personnes. Évidemment, c'était peut-être la partie qui m'intéressait le plus, vous vous en doutez. Mais cette deuxième partie de mon histoire, je vous la raconterai lors de l'épisode suivant, puisque tout vous raconter en un seul épisode ça aurait été beaucoup trop long. Donc je vous laisse un petit peu sur du suspense, et je vous dis à bientôt pour la suite de ma visite à l'école des esclaves sexuels. À très bientôt. Eh bien, je remercie Lude pour ce précieux reportage exceptionnel. Vous voyez, cette première partie était déjà quelque chose de surprenant, n'est-ce pas ? Et je pense que la deuxième partie, qui présentera exactement ce qu'il a vu en visitant les locaux de l'école, en rencontrant des personnes, sera probablement quelque chose d'extrêmement intéressant et passionnant. Malheureusement, comme il vient de l'expliquer, ça aurait été beaucoup trop long pour un seul épisode, donc il vous faudra attendre l'épisode suivant, et si vous suivez notre podcast au fur et à mesure de l'apparition des épisodes, ça veut dire qu'il vous faudra attendre la semaine prochaine. Je pense que la curiosité vous dévore, mais je suis désolé pour ça, on ne pouvait pas tout faire en un seul épisode. Donc à bientôt, et n'oubliez pas de revenir pour ce deuxième et dernier épisode qui raconte cette aventure de Lude lors de sa visite à l'école des esclaves sexuels. J'espère que cet épisode vous aura intéressé, qu'il vous aura plu. Je pense que le sujet est particulièrement croustillant, à part si vous trouvez ce genre de choses choquantes, mais là je peux pas y faire grand-chose. Si vous avez des remarques, des questions, des suggestions, des idées d'épisodes pour le podcast, ou pour des articles de mon site, vous pouvez me joindre en allant sur mon site, univers-bdsm.info. Dans la page contact, vous trouverez un formulaire qui vous permet de m'envoyer un message, en restant anonyme si vous le désirez. Sur cette même page, vous trouverez aussi mon adresse email si vous voulez m'écrire directement, et vous pouvez aussi trouver mon adresse email sur le site du podcast, à l'adresse podcast.univers-bdsm.info. Si vous avez des choses à dire, surtout n'hésitez pas, je suis toujours très intéressé par tous les retours qu'on peut me faire.
Et dans le cadre de cet épisode qui était donc une histoire, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le signaler pour que je sache que ce sera des choses à refaire éventuellement dans le futur. Merci de m'avoir écouté, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes sur le podcast BDSM de Larry.